Ja, meine Damen und Herren, ich freue mich sehr, dass Messieurs, der je suis französische Staatspräsident heureuse de Nicolas recevoir Sarkozy le heute président de la bei République, uns zu Gast ist. Nicolas Wir Sarkozy, à haben dieses Berlin. Treffen vereinbart, um Nous die nächsten internationalen Nous avons Ereignisse prévu cette vorzubereiten rencontre und afin auch de die Arbeit préparer in les der prochaines Europäischen rencontres Union internationales abzusprechen. et pour Hier geht es vor allen Dingen um discuter die Vorbereitung des des travaux G20-Treffens dans in l'Union Toronto. européenne. Nous avons en Und, particulier parlé de la vorher des préparation du G8-Treffens, G20 à genauso Toronto, wie natürlich die également la Vorbereitung des préparation Europäischen du Rates, G8. Nous avons der aussi am abordé la Donnerstag préparation du an Conseil Wiltshire européen qui Wir se haben tient erstens jeudi. uns verständigt, dass wir noch Tout einmal d'abord, in einem gemeinsamen Papier Nous einen Brief sommes an convenus que dans un document commun, nous enverrions une lettre à la présidence du G20, au Premier ministre canadien Harper, pour montrer clairement quelles sont nos conceptions communes pour une réussite du G20. Il s'agit notamment de progrès dans la régulation financière. Nous ne sommes pas encore satisfaits de ce qui a été fait depuis les premières réunions du G20 et nous pensons qu'il faut accélérer la régulation. D'autre part, nous ne sommes pas satisfaits de l'état des délibérations sur une taxe sur les banques. Il faut qu'au G20, on arrive à une position commune où, bien sûr, chaque État membre du G20 peut agir de façon particulière, mais qu'il y ait une déclaration de principe pour dire que la taxe bancaire est un moyen permettant d'éviter qu'à l'avenir, une nouvelle fois, les contribuables aient à financer les problèmes bancaires. Et troisièmement, nous avons convenu qu'il y aurait une taxe sur les transactions financières internationales, c'est ce que nous allons réclamer. Et toutes ces positions, nous allons les formuler dans une lettre commune. Deuxièmement, nous avons parlé des enseignements à tirer de la crise et quelles sont les impulsions que l'on pouvait donner au groupe de travail de Herman Van Rompuy, qui siège au niveau des ministres des Finances. Et les enseignements que nous voulons tirer sont les suivants. Il faut renforcer le pacte de stabilité et de croissance. Et nous sommes également d'accord pour dire que d'un côté, il faut tirer les leçons, et les ministres des Finances en parlent déjà, pour voir comment, dans le cadre des traités, nous pouvons renforcer la culture de stabilité, mais par ailleurs, nous sommes également d'accord qu'il faut envisager des modifications des traités. Prochainement, la France et l'Allemagne formuleront des propositions et là, l'un des points, l'une des possibilités serait de suspendre le droit de vote des pays qui ne respectent pas les règles. C'est quelque chose qui est important parce que nous avons besoin de traités qui soient réellement opérationnels, qui permettent de mettre en œuvre la politique de stabilité et de croissance. Ensuite, pour la préparation du Conseil européen de jeudi, où l'on veut adopter la stratégie de croissance UE 2020, nous avons parlé de la coopération au sein de l'Union européenne. Alors, je voudrais rappeler ce qui est important à mes yeux, ce qui est important à nos yeux à l'un et à l'autre, c'est que en Europe, nous avons besoin du Conseil européen des 27 comme gouvernement économique. C'est important parce que les 27 chefs d'État et de gouvernement sont les représentants des traités qui donnent leur forme au marché intérieur, à la mise en œuvre des réformes structurelles. Donc nous avons besoin d'un gouvernement économique fort, nous avons besoin d'un gouvernement économique renforcé, plus fort que ce qui existe aujourd'hui. Et pour moi, et ça c'est un point important, ce gouvernement économique, ce sont les 27 chefs d'État et de gouvernement. Ce n'est que de cette façon que, compte tenu des faiblesses dont souffre l'Europe aujourd'hui, ce n'est que de cette façon que nous pourrons refaire aller l'Europe de l'avant. Ça, c'était la base de la stratégie de Lisbonne. L'Europe devait devenir le continent le plus dynamique du monde. Malheureusement, l'Europe en est loin dans plus d'un domaine. Nous avons le potentiel, mais au niveau des chefs d'État et de gouvernement, nous devons dans un gouvernement économique y travailler davantage. D'autre part, et cela s'est déjà produit à 3 reprises depuis la crise, nous avons convenu qu'en cas de nécessité, les 16 États membres de la zone euro pouvaient se réunir. Alors, il ne s'agit pas de créer de nouvelles institutions. Ce dont il s'agit ici, c'est qu'en cas de problème, en cas de nécessité, d'œuvrer de pouvoir agir de façon pragmatique et opérationnelle. Et les 3 exemples que l'on a connus en la matière ont bien montré comment nous pouvons nous atteler aux problèmes et trouver des solutions. Je crois que ceci donne un signal clair qui montre bien la capacité d'agir des institutions européennes, le gouvernement économique, et cela montre aussi que s'il
y a des problèmes avec l'euro, ce que nous avons connu dans la période écoulée, c'est qu'à ce moment-là, nous pouvons avoir des réunions à visée pragmatique. Mon sentiment, c'est que ces entretiens ont été extrêmement utiles, notamment dans l'optique du G20, dans l'optique du développement de la culture de stabilité. Nous savons tous à quel point il est important que l'Europe montre clairement que nous avons compris les signes que nous avons vus. Nous avons besoin non seulement de budget consolidé et assaini, nous avons aussi besoin dans l'Union européenne cette impulsion pour une amélioration des structures. Il faut véritablement mettre en avant la valeur ajoutée des 27 États membres, ce qui relève donc et ce que nous montrerons dans un gouvernement économique des 27. Merci, cher Nicolas, d'avoir été des nôtres aujourd'hui. Et je pense que l'Allemagne et la France ont montré qu'elles sont en capacité d'agir et qu'elles veulent forger l'avenir de l'Europe. Bon, mes premiers mots sont d'abord pour féliciter mes amis allemands du remarquable démarrage de l'équipe de football allemande dans la Coupe du Monde. Nous en sommes heureux pour vous. C'est même assez spectaculaire. Deuxièmement, et plus sérieusement, plus que jamais, l'Allemagne et la France sont décidées à parler d'une même voix, à assumer des initiatives communes pour donner à l'Europe les moyens de ses ambitions légitimes et pour tirer les conséquences de crises financières à répétition dont nous ne voulons plus. Nous avons donc, comme l'a dit la chancelière, décidé de prendre des initiatives communes s'agissant du G20 de Toronto. Nous allons envoyer une lettre au Premier ministre canadien Stephen Harper pour lui demander d'être plus ambitieux sur la régulation financière, pour porter un projet de taxe sur les transactions financières, et l'Allemagne et la France, nous porterons le même projet, et pour réclamer la création d'une taxe bancaire que nous appliquerons dans le même mouvement, l'Allemagne et la France. Donc à Toronto, l'Allemagne et la France, nous voulons faire bouger les choses rapidement. Deuxièmement, s'agissant de l'Union européenne, naturellement notre position est commune sur la soutenabilité et le renforcement du pacte, sur les sanctions, et la proposition que nous faisons ensemble, c'est celle d'une suspension des droits de vote. Là aussi, Mme Merkel et moi, nous allons soumettre des propositions communes à Herman Van Rompuy, s'agissant également de la stratégie de croissance. Au Conseil européen de jeudi, nous dirons, Mme Merkel et moi-même, la même chose à M. Barroso sur la stratégie de croissance. Enfin, je veux dire mon accord plein et entier et ma joie d'entendre dans la bouche de la chancelière la nécessité du renforcement du gouvernement économique de l'Europe, un problème de cohérence, et c'est très important à mes yeux. Naturellement, ce gouvernement économique, il est dans le cadre du Conseil européen à 27, et nous nous sommes mis d'accord pour qu'en cas de nécessité, les 16 chefs d'État et de gouvernement puissent se réunir sur les sujets propres à la zone euro. Je suis convaincu, comme Mme Merkel, que la solution au problème de l'Europe ne réside pas dans la création de nouvelles institutions, mais dans la possibilité de réunions opérationnelles, pragmatiques, rapides. Et je voudrais terminer par cela. On l'a bien vu dans la crise, les marchés, les spéculateurs, qui ne sont pas la même chose, peuvent réagir au millionième de seconde. Nos procédures doivent être plus opérationnelles et plus pragmatiques. Donc, gouvernement économique à 27 et, en cas de nécessité, réunion pour le problème de l'euro dans la zone euro. Je crois que c'était très important
que l'Allemagne et la France, une nouvelle fois, puissent partager une vision commune. C'est ce que nous avons fait. Je remercie Angela pour son invitation, que nous allons poursuivre par un dîner. Bien, nous avons maintenant le temps pour 2 questions de part et d'autre. C'est M. Wilhelm qui distribue la parole. Arnaud Parmentier, journal Le Monde. Bonjour Madame la Chancelière, bonjour Monsieur le Président. Je voudrais avoir un commentaire sur les Espagnols qui ont dit que leur banque avait des difficultés à se financer à l'étranger. Est-ce qu'un plan d'intervention européen est envisageable si le plan de soutien des banques espagnoles n'est pas suffisant? Et je voudrais savoir si, dans vos discussions et dans les propositions que vous allez faire, est-ce que vous envisagez ou non la possibilité de restructurer la dette d'un pays de la zone euro qui serait en difficulté? Et M. Sarkozy, j'en déduis donc que vous avez renoncé à ce qu'il y ait un secrétariat de l'Eurogroupe comme la rumeur en avait couru. En ce qui concerne l'Espagne, je crois que la nouvelle importante, c'est que nous avons un dispositif de sauvegarde pour l'ensemble de la zone euro. Ce dispositif a été approuvé par les principaux pays et je crois donc que c'est là un message très très important en direction des marchés. S'il devait y avoir des problèmes, enfin vous savez, il ne faut pas les conjurer, ces problèmes. Ce dispositif peut être activé à tout moment, les conditions sont claires et je crois qu'il n'y a pas lieu d'être inquiet. C'était d'ailleurs précisément l'objet de nos travaux, de nos rencontres. Nous avons besoin d'un tel dispositif de soutien, et que ce soit l'Espagne ou un autre pays, chaque pays sait qu'il peut recourir à ce mécanisme en cas de besoin. Mais je crois que c'est notre intérêt à tous de ne pas jeter de l'huile sur le feu au gré de telle ou telle rumeur. Il ne faut pas se retrouver avec des prophéties qui se réalisent elles-mêmes. Voilà pourquoi je ne participerai pas à ce genre de spéculation. Sur l'Espagne, je partage exactement la réponse de la chancelière. Et sur ce que nous avons dit pour le gouvernement économique, Mme Merkel et moi-même, nous avons discuté de façon approfondie comment pouvions-nous tirer les leçons de la crise que nous avons connue. Tout le monde aujourd'hui est d'accord sur la nécessité d'un gouvernement économique de l'Europe pour renforcer la cohérence économique en Europe. Ce gouvernement, naturellement, il est à 27 puisque l'Europe, c'est 27. Mais nous avons choisi également d'être pragmatiques, puisqu'à l'intérieur des 27, il y a 16 pays qui ont la même monnaie. En cas de nécessité, s'agissant des problèmes de la zone euro, nous nous réservons de réunir les 16. Ensuite, sur la question du secrétariat, chacun peut avoir des idées en la matière, mais il y a quelque chose que nous avons en commun, Mme Merkel et moi, c'est qu'on doit être opérationnel et sortir des débats institutionnels, Monsieur le Parmentier. Il se trouve que c'est grâce à la présidence de Mme Merkel qu'on a pu avoir Lisbonne, que par ailleurs M. Socrates y a joué un rôle et que j'ai également prêté la main à cela. Qu'est-ce qu'on avait dit, Mme Merkel et moi? Que Lisbonne, ça serait la dernière étape des réformes institutionnelles. Et qu'après, il fallait se consacrer de manière opérationnelle et pragmatique. C'est le compromis que nous avons fait ensemble et je crois qu'il est bon. Alors, pourra-t-il y avoir d'autres changements? On en a parlé avec Mme Merkel. C'est toute la question des sanctions. Nos équipes et nous-mêmes, nous en avons parlé, et nous pensons proposer au groupe de M. Van Rompuy comme sanction la suspension des droits de vote. Il y aura une analyse juridique. Certains nous disent qu'il faut une modification des traités. Dans ce cas-là, on la proposera. D'autres nous disent qu'il n'y a pas besoin de modification des traités. Dans ce cas-là, on ne le fera pas. Mais, Monsieur le Parmentier, ce qu'on a choisi de faire, c'est d'être pragmatique, d'être opérationnel, et de montrer une Europe réactive, proactive même s'il le faut, et ne pas nous engager dans des débats théologiques qui nous feraient beaucoup de mal. Donc, gouvernement économique, l'espace naturel de ce gouvernement économique, il est à 27, mais s'il y a un problème dans la zone euro, on se réunira dans le cadre de la zone euro, et on a convenu tous les deux qu'il valait mieux alléger les systèmes européens en ne multipliant pas les institutions pour privilégier le pragmatisme. Je crois qu'en faisant ça, on a fait chacun un pas l'un vers l'autre, et que toute l'Europe, et pardon de le dire, peut-être même au-delà de l'Europe, on attendait que l'Allemagne et la France trouvent un accord pour tirer les conséquences de la crise que l'Europe a connue, la crise que l'Europe et le monde ont connue. Voilà très exactement le résultat auquel nous sommes arrivés.
Si je peux encore ajouter un mot et dire comment je vois les choses. La situation actuelle montre qu'il ne s'agit pas simplement de faiblesse de tel ou tel pays. Ce que l'on attend, c'est que l'Europe se renouvelle sur le plan des structures, structurellement. Et donc notre approche commune, c'est que l'on coopère mieux au niveau des 27. La France a créé ce concept de gouvernement économique. Je m'y suis volontiers associé pour dire gouvernement économique à 27 pour qu'il n'y ait pas de division au sein de l'Union européenne. Nous voulons créer ce gouvernement économique. Donc, on a vu au cours des derniers mois qu'il y a eu à 3 reprises des réunions au niveau de l'Eurogroupe dans des situations difficiles. Donc, il ne s'agit pas de nouvelles institutions, mais en cas de besoin, il faut savoir faire preuve de flexibilité et aborder les choses de façon pragmatique. L'essentiel du travail, c'est au niveau des 27 et en cas de nécessité, on a des réunions de l'Eurogroupe et je crois que c'est un point d'accord tout à fait important et il était essentiel de donner comme signal à l'Europe que nous ne voulons pas diviser, avoir des membres de première et de seconde classe, mais qu'il peut y avoir des problèmes particuliers, des nécessités particulières. Monsieur le Président, dans le livre consacré à votre campagne électorale, Yasmina Reza vous cite en disant que vous vous sentez terrorisé à Berlin. Vous êtes toujours terrorisé à Berlin ou ça a changé? Qui dit ça? Yasmina Reza. Est-ce que j'ai l'air terrorisé? Je vais vous dire une chose. Je viens toujours en Allemagne avec plaisir. Et je vais même vous dire une autre chose. J'admire à titre personnel la réussite des entreprises allemandes. J'apprécie les efforts de mes amis allemands. Et vous n'avez jamais entendu un mot de moi pour mettre en cause cela. Et je peux même vous dire une chose. Quand j'ai fait campagne pour devenir président de la République, j'ai expliqué aux Français qu'il faudrait travailler davantage. Et je pensais à ce qu'avaient fait nos amis allemands. Donc c'est toujours un plaisir pour moi de venir, de discuter avec Mme Merkel. Je pense que ceux qui nous voient vivre de l'extérieur n'ont pas exactement compris comment on fonctionne. Nous sommes 2 personnes assez franches, qui avons des convictions et qui avons beaucoup de plaisir à débattre et à confronter ces convictions. Nous n'avons pas une tradition peut-être de facilité un peu hypocrite. Nous n'évacuons pas les problèmes, ni Mme Merkel, ni moi-même. Et quand je vois tout ce que nous avons fait ensemble depuis 3 ans, tout ce que nous avons eu comme épreuve à surmonter depuis 3 ans, on l'a toujours fait ensemble. Ça ne veut pas dire qu'on a été spontanément d'accord tout de suite, on en a débattu profondément. Mme Merkel aime être convaincue, et moi aussi. Et on a vu quelque chose. C'est quand on était ensemble, qu'on additionnait la force de l'Allemagne et la force de la France, on gagnait. Alors peut-être que la prochaine fois, il faudra que j'invite Yasmina Reza. Ce que je dirais, c'est que, il s'agissait d'un livre sur la campagne électorale, mais en tout cas, ne serait-ce que pour cette raison, ça valait bien la peine que Nicolas Sarkozy devienne président de la République française, parce que depuis qu'il est président, il n'a en tout cas plus besoin de se sentir terrorisé. Patrick Jarreau-Itélé, la chancelière a parlé de la nécessité de budget assaini et consolidé. Et vous-même, Monsieur le Président, vous venez de parler de franchise. Alors, est-ce que le plan d'austérité du gouvernement allemand, Monsieur le Président, vous inquiète? Et est-ce que le plan français, Madame la chancelière, vous rassure? Nous avons eu un échange sur nos projets respectifs et je crois que nous avons fait ce qu'il fallait, mais je crois que sur cette question de la consolidation budgétaire ou de la stabilité, la France prévoit également des mesures d'importance. Nous agissons de la sorte par conviction, car nous pensons que l'Allemagne, qui est un pays avec de profonds bouleversements démographiques, doit
prévoir l'avenir. Nous avons besoin de budgets tels que nous ne vivions plus au-dessus de nos moyens, parce que sinon les générations futures auront de moins en moins de marge. Et je vous le dis sans embâche, l'Allemagne a un PIB supérieur à 2 000 milliards d'euros. Si au niveau structurel, au niveau fédéral, on fait 10 milliards d'économies, ne croyez pas qu'on étrangle la croissance en Allemagne ou qu'on étouffe la croissance. Au contraire, je crois même que si les Allemands ont le sentiment que nous œuvrons pour une monnaie stable, que nous œuvrons pour des budgets équilibrés, eh bien à ce moment-là, les Allemands seront davantage prêts à dépenser l'argent qu'ils ont économisé parce qu'ils auront confiance dans l'avenir, plutôt que si nous vivons à crédit et faisons le contraire. Voilà notre conviction et je crois qu'il y a une large convergence entre nous là-dessus. Oui, enfin, moi je n'ai aucunement à m'insérer dans le débat politique allemand. Je comprends parfaitement la politique économique et budgétaire de la chancelière. Je ne vois pas d'ailleurs comment on pourrait le lui reprocher. Et je voudrais dire, Monsieur Jarraud, que s'agissant de la France, ça fait 3 ans que je suis président de la République. C'est moi-même qui ai mis en place le non-renouvellement d'un fonctionnaire sur 2 partant à la retraite. 100 000 fonctionnaires de moins en France en 3 ans. J'ai annoncé la nécessité de la réforme des retraites avant même la crise récente que nous avons connue en Grèce. Et notre projet sera connu mercredi matin. Et par ailleurs, vous voyez bien tout ce que j'essaye de faire pour que la France ait une politique raisonnable et que les objectifs de réduction des déficits et des dépenses publiques soient strictement tenus. Donc sur ce sujet encore, la chancelière et moi-même, nous marchons main dans la main. On ne peut pas en être autrement. Il y a une responsabilité commune de la France et de l'Allemagne et de la France. Et franchement, de surcroît, indépendamment de nos innombrables rencontres, nous nous parlons régulièrement au téléphone, nos équipes travaillent ensemble. J'étais au courant de ce qui se passait ici, je le sais très bien, et Mme Merkel sait très exactement quel sera le projet de réforme des retraites en France et quel sera le projet de budget 2011. C'est une question de confiance et de proximité. On travaille main dans la main. Voilà. J'ajoute que je ne connais pas un seul chef de gouvernement dont la situation soit si facile qu'il puisse se permettre de travailler sans le soutien des autres. Okay, irgendwie haben wir jetzt ein Übersetzungsproblem, aber die meisten scheinen hier gut Französisch zu sprechen. Insofern gab gar keine Revolte sozusagen bei den Ausführungen. So, die letzte Frage an einen deutschen Journalisten. Herr Präsident, an Sie die Frage nochmal. Sie haben ja von der europäischen Wirtschaftsregierung gesprochen. Bedeutet das eigentlich auf lange Sicht auch Transferleistungen zwischen ärmeren und reicheren europäischen Ländern? Und an Sie, Frau Bundeskanzlerin, Sie haben jetzt ja sicherlich ein harmonisches Treffen gehabt, aber zu Hause ist nicht ganz so harmonisch. Es wird immer wieder gefordert, dass Sie ein Machtwort sprechen. Steht die Koalition vor dem Ende? Moi, je n'ai pas besoin de traduction. Ich brauche keine Übersetzung. C'est pas pour moi. Diese Frage war nicht an mich gerichtet. Nee, aber die erste? En tout cas, pour la première, d'éventuels transferts entre pays riches et pays pauvres. Est-ce qu'on peut envisager ça? Enfin, non, la politique économique, il s'agit, comme l'a dit la chancelière, d'avoir une stratégie de croissance pour que l'Europe et son modèle puissent prospérer dans le monde, d'assurer une cohérence des politiques économiques, financières et budgétaires des 27, pour qu'on avance ensemble dans la même direction. Ja, also es gibt doch in Europa schon immer den Gedanken auch der Solidarität, sonst würde es keine europäischen Strukturfonds geben, sonst würde es keine Nettozahler und keine Empfängerländer geben in der Europäischen Union. Das heißt, hier ist doch das Prinzip der Solidarität in den Verträgen verankert. Was es nicht geben kann, ist ein Herauskaufen von Ländern
in finanziellen Schwierigkeiten und dafür haben wir ja auch unsere Rettungspakete genau nach diesem Prinzip geschnürt und da ändert sich nichts dran. Donc le principe de la solidarité a toujours prévalu dans l'Union européenne. Il existe des fonds de solidarité. On a toujours eu le concept de pays contributeurs nets ou de pays qui reçoivent des autres. Mais il ne s'agit pas de faire des chèques en blanc à des pays en situation économique ou financière difficile. Nous avons un mécanisme de soutien que nous avons mis en place pour faire face à des situations particulières. Und zum Zweiten, die Koalition kennt ihre Aufgabe. Wir werden morgen zum Beispiel im Koalitionsausschuss darüber sprechen, wie wir unser Konsolidierungs- und Sparpaket dann im Einzelnen umsetzen. An dieser Arbeit haben wir weiterzumachen und ich will vielleicht noch mal darauf hinweisen. Wir leben im Augenblick in einer ziemlich existenziellen Phase auch, wo es um die Zukunft Europas geht. Und die deutsche Koalition kennt hier ihre Aufgabe, aber wir kennen sie auch zwischen Deutschland und Frankreich. Und das ist das, was wichtig ist. Das ist auch das Signal, das die Welt braucht. Europa ist sich seiner Kraft bewusst und wird da, wo es Schwächen hat, auch nach vorne blicken. Und jedes einzelne Land, so auch Deutschland, wird seinen Beitrag dazu leisten. À propos de la coalition, nous travaillons de la façon dont nous devons travailler. Demain, la commission de la coalition va se réunir. Nous allons finaliser tout ce qui relève du plan d'économie et de consolidation qui a été décidé dans le pays. Nous allons continuer dans ce sens. N'oublions pas que nous nous situons actuellement dans une phase tout à fait cruciale pour l'avenir de l'Europe et la coalition entend bien faire son travail en ce sens. Nous allons travailler en Allemagne pour cela, tout comme l'Allemagne et la France travaillent pour atteindre les objectifs qu'ils doivent atteindre. Ce sont là les signaux les plus importants qui sont attendus de nous en Europe, qui permettront à l'Europe de trouver la force lui permettant de relever les défis de l'avenir. L'Allemagne entend le faire également. Dankeschön. Merci. Machen wir noch ein Foto?